Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du roman de Joseph Kochman, Thékélogie de la bêtise. Note de l'auteur. Nommé roman le plus idiot de la décennie. Si. Et c'est moi qui l'ai décidé ainsi, alors foutez-moi la paix. Prologue. J'entends, en rêve, la sonnerie de mon téléphone. Je me réveille doucement, soupire, saisis l'appareil et regarde l'heure. Il est 6 heures du matin, évidemment. Nouveau soupir. J'éteins mon réveil, sors de mon lit et me dirige d'un pas lent vers ma salle de bain. Je prends ma douche. Je suis encore dans le coltard. J'ai honnêtement du mal à garder les yeux ouverts. Je mets plus d'eau chaude. C'est agréable, mais ça n'arrange en rien ma somnolence. Je sors de la douche et m'approche du lavabo pour me brosser les dents. J'observe un instant mon reflet, mes yeux noirs, mes cheveux bruns, courts, mon nez trop long et mes dents blanches. Je me souviens soudain que nous sommes mardi. Je déteste les mardis. La semaine commence encore à peine et on est déjà dépourvu de l'énergie, accumulée durant le week-end. J'observe de nouveau mon lit avec envie. Peut-être devrais-je simplement aller me recoucher. Je soupire encore. Ce n'est pas très sérieux, d'autant plus que j'ai trop besoin de ce boulot pour le perdre. Je m'habille, bois rapidement mon café, mords dans une pomme et sors de mon appartement. Le reste est tout aussi monotone. Mécaniquement, je me rends jusqu'à ma voiture, l'ouvre, m'assois à la place du conducteur, la démarre, quitte le parking et conduis jusqu'à l'autoroute. J'agis par automatisme, comme un robot. Bip, boup, bip, dis-je tout haut, les mains sur le volant. Ça ne me fait pas rire. Une voiture klaxonne plusieurs fois derrière moi. Je regarde mollement dans mon rétroviseur. La conductrice, furieuse, accélère, me fait une queue de poisson et, dans la foulée, un doigt d'honneur. Les gens sont vraiment trop agressifs. Après une vingtaine de minutes, j'arrive enfin à destination. Enfin, destination est un bien grand mot. Je mets encore une dizaine de minutes à trouver une place autorisée. Je mets du temps à faire mon créneau pour stationner. J'ai toujours eu du mal à y arriver. Les gens derrière moi me hurlent dessus depuis leur véhicule. Je suis responsable d'un embouteillage, apparemment. Je suis un crétin, selon eux, un abruti fini, un débile mental. Et que sais-je encore? Je les ignore. Je sors de ma voiture, claque la porte, la verrouille et marche en direction de la compagnie. J'entends encore quelques insultes. Ce faisant, il semblerait que les gens que je bloquais soient moins pressés de poursuivre leur route que d'exprimer leur rage. Tant pis. Je manque de marcher sur plusieurs crottes de chiens sur le chemin. Le sol de cette ville est si sale. Je lève les yeux et le regrette immédiatement. Le ciel est aussi gris que le trottoir. Il n'y a rien de beau ici. Par ailleurs, tout pue. J'arrive enfin à l'entrée de la compagnie. Je pousse la porte. Elle ne bouge pas. Je me souviens alors qu'elle est verrouillée. Je m'approche du lecteur de badge. C'est à cet instant que je comprends que j'ai oublié mon badge. Je crois qu'il n'est même pas dans ma voiture. Je suis bloqué dehors. C'est merveilleux. En plus, il commence à pleuvoir. Eh bien, Richard, on plane? Me dit un gros bonhomme chauve à lunettes qui arrive derrière moi. Il me donne plusieurs petites tapes sur le dos en riant bêtement. C'est profondément agaçant. Heureusement que je suis là, ajoute-t-il en approchant son énorme bouche de mon nez. Son haleine est, comme toujours, pestilentielle. Il pose son badge sur le lecteur. On entend un bruit mécanique. Il ouvre la porte et me fait signe de passer devant. Je me prépare à le faire quand, subitement, il se racle la gorge. Hé, Richard, insiste-t-il en gloussant comme une dinde. On dit quoi? Allez, quand même. Je le fixe, levant un sourcil. Il paraît surexcité. Je ne comprends pas. On dit, répète-t-il fébrile, on dit, allez. Merci. Merci qui? Merci Arnold. Voilà, s'exclame-t-il. Tu vois quand tu veux. Enfin, il me laisse passer. Je me précipite à l'intérieur du bâtiment, étouffant un grognement. La journée vient juste de débuter et j'ai déjà envie qu'elle se termine. Arnold. Ça a dû lui faire plaisir de me voir en difficulté. Il est arrivé, tel un héros, pour me secourir. Il a dû se sentir si puissant. C'est tout ce qui lui importe. Il veut être au-dessus des autres. C'est stupide. Il ne travaille même pas dans ma branche. Je connais son nom seulement parce qu'il me l'a dit. C'était mon premier jour. J'avais acheté un paquet de chips dans le distributeur de la cafétéria. Le paquet, c'était, bien entendu,
coincé dans la machine. Arnold était arrivé, il avait mis une pièce de plus, puis m'avait tendu mon encas, triomphant. Ce n'était pas un acte de gentillesse. Dès le lendemain, il s'était empressé de me demander de lui chercher un café. Il m'avait bien fait comprendre que je lui étais redevable. C'est son petit jeu. Il voit ses collègues comme des pions à manipuler. C'est à vomir. L'ascenseur ne vient pas si on ne fait rien, commenta-t-il, méchamment pressant le bouton sur le mur. Encore moins en fixant bêtement les portes comme tu le fais. Ça ne doit pas aller fort, dis donc. Tu dors un peu en ce moment? Crève, ai-je envie de lui répondre. Mais à la place, je ne dis rien. Nous rentrons dans l'ascenseur. Il continue à me parler et à me tapoter le dos. Je sens ses postillons sur mon visage. Il me dit qu'il est très occupé et qu'il aura sûrement besoin d'au moins 3 bons cafés pour tenir le coup. Il me fait bien comprendre que ce sera à moi d'aller les chercher. J'ai envie de lui dire d'avaler sa cravate à pois idiote et de s'étrangler avec. Mais à la place, je hoche la tête. Nous arrivons au 6e étage. Je m'empresse de le quitter. Les locaux sont aussi grands qu'étouffants. Tout ici est grisâtre. Les murs, les meubles, les machines et même les gens. Je passe devant le coin de la compta, là où se trouvent un homme et une femme maigrelet, aux yeux hagards dont j'ignore les noms. Et de toute façon, je m'en moque. Contourne une longue cloison en plastique, puis enfin rejoins mon lieu de travail. Une table, une chaise et un ordinateur minuscule coincés entre 2 bureaux laids et vides. Oh, Richard, qu'est-ce que vous faites là? Je n'ai pas le temps de m'asseoir qu'une petite femme brune à l'air sévère s'avance vers moi. Elle ne me laisse pas ouvrir la bouche pour répondre. Elle est furieuse. Elle me fait plusieurs reproches que je ne comprends qu'à moitié. Il faut dire qu'elle parle très vite et très fort. Sa voix est insupportable. J'ai l'impression d'écouter le concert interminable d'un mauvais joueur de trompette. Je crois comprendre les mots. Pas en règle. Scandale. Honte. En réalité, je n'ai aucune idée de qui peut être cette femme. Je ne pense pas l'avoir déjà vue auparavant. Sans doute s'agit-il de ma supérieure. Je l'ignore. On ne m'a jamais présenté cette personne. En général, on me laisse juste faire mon travail, dans mon coin. Si je bosse bien, alors on ne me dit rien. Si je fais une erreur, je me fais disputer, comme aujourd'hui. Elle ajoute les mots, fiche de paie, mauvaise adresse. Moi, me faire disputer. J'en conclus alors qu'elle fait partie des RH. Il est possible que j'ai mal rempli le document de changement d'adresse. C'est sûrement pour ça que mes chèques ne sont pas encore arrivés ce mois-ci. Je bredouille des excuses, c'est stupide. C'est moi qui serais payé en retard. Pourquoi s'énerve-t-elle autant contre moi? Sans doute parce que ça lui donne du travail supplémentaire. Je ne sais pas, je m'en moque en fait. J'en ai marre qu'elle me hurle dessus comme ça. C'est épuisant. J'aimerais qu'elle parte et me laisse travailler. Mais non, elle continue de s'énerver. Je lui dis pourtant que la solution est simple. Il me suffit de lui donner la bonne adresse. Je peux même le faire maintenant. Elle me rétorque que ce n'est pas parce que les choses me paraissent simples qu'elles le sont et que j'ai besoin de lui donner les informations sur un papier officiel que je dois imprimer moi-même. Elle me souligne aussi que le prix du papier que j'utiliserai sera retenu sur ma paye. Je lui réponds que j'ai très envie de frapper son crâne contre un mur jusqu'à ce que sa mort s'ensuive. Non, bien entendu, je ne dis pas ça. À la place, je lui fais encore savoir que je suis désolée, puis lui affirme que je lui enverrai tout au plus vite. Ensuite, je m'assois et allume mon ordinateur, ignorant ses nouveaux reproches. Je veux lui faire comprendre que je n'ai plus envie de discuter. Elle hausse le ton. Je crois qu'elle a finalement surtout envie de se disputer avec quelqu'un. Je ne détourne pas les yeux de l'écran. Elle secoue mon bureau en me criant dans les oreilles. Très vite, une autre femme arrive. Contrairement à l'autre, elle est très grande, blonde et calme. Elle nous demande ce qui se passe. La femme brune devient livide. Cette fois, j'en suis certaine. La nouvelle venue est une personne importante. La femme brune, celle qui me hurlait dessus, est terrifiée. D'une petite voix, elle essaye d'expliquer la situation. La femme blonde la coupe. Elle lui dit qu'elle se moque des détails, puis nous avertit que si elle continue à entendre des cris, elle nous vire tous les deux sur le champ. Elle nous demande si on a bien compris. Nous lui répondons que oui. Elle nous dit alors de retourner à nos postes. La femme brune s'exécute, non sans me jeter un dernier regard noir. Je, ré- je redirige mon attention sur mon écran. Je souffle avec rancœur. J'ai envie de tout casser. Et mes cafés alors? C'est Arnold. Son bureau se trouve pourtant à l'opposé du mien. Il se disait débordé. Il est venu jusqu'ici rien que pour m'emmerder. Dis-moi, ça travaille dur, a-t-il, en indiquant le document vide sur mon écran. Je n'ai pas eu le temps de commencer, répondais-je.
Et surtout, de quoi je me mêle? Ce n'est pas joli, ça, Richard. La paresse. Ah, ce serait bête que ça tombe dans des oreilles indiscrètes, non? Insiste-t-il en affichant un sourire dégueulasse. J'ai bien compris le message. Je me lève sans le regarder, puis me dirige vers la cafétéria. Je l'entends rigoler. Une barre chocolatée magique, aussi, ajoute-t-il. Ça m'aidera à tenir le coup. La matinée est plutôt dure. Il est sérieux, là? La matinée est dure? Pour lui? J'ai soudain envie de faire volte-face, de le prendre par le cou, puis de lui hurler ces 4 vérités, avant de lui enfoncer 2 stylos dans les yeux. Mais je ne fais rien de tout ça. Comme d'habitude, je serre juste les dents, je ne fais pas d'histoire, c'est comme ça. Oh, Ricky, m'appelle un dadais aux cheveux blonds près de la machine à café. Tu tombes bien, j'ai cette blague, bordel. Elle a pissé de rire. Il s'exclave avant même d'avoir pu la raconter. De la morve s'écoule de ses narines trop grandes. Son rire ressemble à un meuglement de vache. Un sexagénaire à barbe et cheveux gris. Derrière nous, nous jette un regard agacé. Je crois reconnaître l'un de nos chefs. Il nous juge. J'ai honte. Écoute, Ricky, reprend le grand idiot en me secouant les épaules. Je ne comprends pas pourquoi il me surnomme ainsi. J'ai dû le croiser moins d'une dizaine de fois depuis mon arrivée dans l'entreprise. Je me souviens même pas de son nom. Alors, c'est une meuf, commence-t-il. Non, c'est un gars. Enfin, il y a une meuf à un moment, et elle, disons, il glousse bêtement. En fait, elle n'arrive pas à faire caca. T'imagines? Elle pousse et y a rien. Et après, le gars, il va dans les chiottes où elle était et il ne pige pas, parce que ce sont des toilettes mixtes. Alors, je suis surpris par ma propre réflexion. En réalité, je m'en fiche. J'ai juste envie qu'il se pousse pour que je puisse prendre mes cafés et partir. Son histoire est pourtant si décousue que je n'ai pas pu m'en empêcher. Hein? S'étonne-t-il. Je vois dans ses yeux qu'il n'a pas compris. En fait, non. Il ne peut pas comprendre. Il est trop bête pour comprendre. Les toilettes. Si l'homme peut y rentrer, mais qu'il n'y avait une femme avant, elles sont mixtes, c'est ça? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je lui explique tout ça? Je ne parle pas quand il le faudrait et je parle quand il ne faut pas. En plus, l'homme derrière nous, celui que je pense être l'un de nos chefs, commence à s'impatienter. C'est idiot. Hein? Mais non, me contredit le dadais. En fait, la chute, c'est qu'elle a chié dans sa bouche. Je croyais qu'il rentrait dans les toilettes après elle. Non, mais elle est cachée. En fait, il lui fallait sa bouche pour chier. Pourquoi? Parce qu'elle croit que c'est les toilettes, en fait. Je croyais qu'elle avait des soucis de constipation. Non, mais si, mais tu confonds tout là. Attends. Le type arrive, il ouvre grand la bouche, et là, messieurs, s'il vous plaît. C'est l'homme, notre chef, il est excédé. Si vous pouviez vous dépêcher. Par ailleurs, vos histoires scatophiles n'intéressent personne, souligne-t-il. Je me sens devenir rouge comme une pivoine. J'ai envie de me cacher 6 pieds sous terre. Je suis mal, furieux, humilié même. L'autre idiot prend enfin son café, gêné. Je mets quelques pièces dans la machine. J'ai l'impression qu'elle met des heures à remplir mon premier café. Une fois ceci fait, je saisis les gobelets, puis remets des pièces dans la machine. L'homme dans mon dos pousse un soupir exaspéré. Bien sûr, c'est le moment que décide la machine pour se bloquer. Je ferme les yeux. Il faut que je garde mon calme. Ce moment difficile finira par passer. Euh, je te finirai la blague tout à l'heure, Ricky, me dit soudain le grand imbécile. Tu vas voir, tu vas crever de rire. Est-ce qu'on peut se calmer sur le Ricky? Répondais-je agacé. Surtout quand on n'est pas amis, crétin, ai-je envie de hurler. Quoi? Mais c'est ton nom? Non? Richard? Il ricane, puis s'en va. Richard, hein? Répète mon chef derrière moi. Oh, génial. Maintenant, il sait parfaitement qui je suis. La mine baissée, je prends mes 2 cafés, puis m'en vais. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. C'est insupportable. D'un pas décidé, je me dirige vers mon PC. Je ne regarde pas où je vais. De ce fait, je percute quelqu'un. L'un de mes cafés tombe, droit sur la moquette. Je peste, puis regarde la personne qui m'a bousculé. Il s'agit d'un adolescent, sûrement l'un de nos stagiaires. Il porte un gros bonnet noir et une veste grise trop longue. Décidément, je ne comprendrai jamais la mode. Il me jette un regard froid. Pardon, lance-t-il. Il n'a pourtant pas l'air d'être désolé. Au contraire même, ce mot dans sa bouche ressemble à une attaque. Je suis jeune, c'est donc ce que je dois dire, mais je sais que c'est de ta faute, semble-t-il souligner. Je bredouille quelque chose, c'est dingue, même face à un gamin, je perds mes mots. Son regard est si agressif, ça me met encore plus en rogne.
Avant que je n'aie le temps de clarifier ma pensée, il s'en va. Je ne me retourne pas, mais je me doute qu'il me tire la langue, voire me fait un doigt d'honneur. Tant pis, qu'il crève comme les autres. Je pose le café sur mon bureau, fatiguée, fâchée, vexée. J'ai la nausée. La journée n'a pourtant même pas commencé. Je suis sur le point de craquer. Quand subitement, elle arrive. Bonjour, Richard, me dit-elle d'une voix douce, et aussitôt je retrouve le sourire. Salut, Evelyne, lui répondais-je. Elle, à son tour, me sourit. Elle est si belle avec son petit nez rond, ses yeux gris, sa bouche toute rose, ses minuscules grains de beauté sur son visage métis. Aujourd'hui, ses cheveux bruns sont bouclés. Cela lui va à ravir, comme tout, cela dit. Et, alors que je la regarde, que je sens son parfum, que j'entends sa voix, je me sens de nouveau apaisée, comme bercée dans un lit fait de nuages. Cette femme est un ange, m'amuse. Et je sais que tant qu'elle sera là, tout ira bien. Elle s'assoit à son bureau et allume son ordinateur. Je n'arrive pas à la quitter des yeux. J'ai tellement envie de... J'aimerais... Ah, j'ai du mal à aligner mes pensées. Quand je la vois, j'ai l'impression que tout se bouscule en moi. Mes émotions deviennent fortes. J'aimerais lui prendre la main et lui dire, tout lui dire, ce que j'ai sur le cœur. Sa présence seule me guide, m'inspire. D'elle émane une aura qui me touche jusqu'à l'âme. Non, les mots seuls ne suffisent pas à exprimer ce que je ressens. J'ai essayé, un jour, de les écrire sur papier. À me relire, cela semblait faux, niais, forcé. Ces choses ne peuvent pas se dire, seulement se ressentir. Et j'aurais beau essayer de les expliquer, encore et encore, personne ne pourra jamais vraiment les comprendre. Et c'est pour cette raison que je n'ose pas lui dire, tout lui dire, ce que j'ai sur le cœur. Alors, je me contente de la saluer, puis de la regarder, furtivement, chaque jour. Parfois, je lui demande si elle n'a pas trop chaud ou si elle a besoin d'aide. Notre relation est cordiale. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes amis. Quand elle se rend à la cafétéria pour déjeuner, je reste à mon bureau. Je n'ose pas manger en même temps qu'elle. J'ai peur de mal agir, qu'elle me trouve dégoûtant, irrespectueux. Que sais-je encore? Je me fais sûrement des idées. Un jour, peut-être, oserai-je déjeuner à ses côtés. Peut-être aurions-nous l'occasion de discuter davantage. Cette idée seule me fait frémir. Il y a 6 jours, j'ai enfin osé l'ajouter en ami sur Viésage. J'étais très inquiet en constatant qu'elle ne m'avait pas répondu. 10 minutes plus tard. Heureusement, elle avait fini par accepter. Hé, on est amis maintenant, m'avait-elle dit le lendemain. Oui, avais-je répondu en souriant, c'est cool. La conversation s'était arrêtée là. Ça avait été bref, pourtant je m'étais senti profondément heureux de cet échange. Evelyne est tout pour moi. Elle justifie toutes les humiliations que je subis au jour le jour dans cette entreprise. Nous ne nous connaissons encore peu. Pourtant, je l'aime. C'est une plaisanterie? Cette voix insupportable, je la reconnaîtrais entre mille. Je lève la tête et aperçois avec horreur le visage gras d'Arnold. Il a cette faculté à réussir à drainer toute ma joie par sa simple présence. Un seul café? Commente-t-il en prenant le gobelet en plastique. Et pas de bar? Ce manque de considération me vexe profondément. À se demander comment tu es arrivé ici. Au moins, tu es en douce compagnie, ajoute-t-il assez fort pour qu'Evelyne se retourne. Tu ne le mérites pas. Là, la colère me monte vraiment. Qu'il m'insulte, soit. Qu'il me manipule, soit. Qu'il me pourrisse la vue et la vie, avec sa tête de morse, soit. Bien sûr, je plaisante, fait-il à l'adresse d'Evelyne. Richard est un tir au flanc, certes, mais un ami. Moi, c'est Arnold par ailleurs. Il s'approche et lui tend sa main. Son regard est libidineux. Non, ça, je ne le supporte pas. Ça suffit, putain! Éclatai-je. Je le saisis brutalement par le col et le soulève du sol en lui jetant mon regard le plus assassin. Trop, c'est trop. Je n'en peux plus. Il bronche pourtant à peine. En fait, il esquisse même un mince sourire. Il sait que je suis allé trop loin. Un simple mot de sa part suffira à me faire virer. Il m'a dans le creux de la main. Pourtant, je resserre mon étreinte. Je ne veux plus qu'on me traite de cette façon. Ce gros tas de graisse payera pour tous les autres. J'entends un bruit. Je baisse les yeux et distingue une petite boule en métal, de laquelle s'échappe une fumée grise. C'est quoi ce délire? Prononçai-je en relâchant Arnold. Alors, les fenêtres du bâtiment éclatent. Plusieurs autres boules roulent dans les bureaux, crachant leur fumée aveuglante. Les gens restent paralysés. Sûrement ne comprennent-ils pas, tout comme moi, ce qui est en train de se produire. D'une des fenêtres surgit alors une créature. Je suis estomaqué par son apparition, que j'ai du mal à décrire. Elle ressemble à un homard bipède de taille humaine.
Seulement sa peau est faite d'acier noir et ses yeux sont violet-gris. Serais-je en train de rêver? Les participants sont appelés à nous rejoindre, annonce le monstre d'une voix étrangement enthousiaste. Nous le regardons tous, interloqués. Personne ne bouge. Le monstre paraît agacé. Il siffle très fort, puis, d'une pince, saisit la personne la plus proche de lui. Une rousse paralysée devant son ordinateur. Non! Crie-t-elle. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit, laissez-moi, je n'ai rien fait, j'ai... Il écrase sa tête de toutes ses forces contre le mur, puis la lâche. Elle tombe, évanouie ou morte, je n'en sais rien. Je ne répéterai pas, dit-il tandis que 5 autres homards surgissent à ses côtés. Alors, c'est le chaos. Les gens hurlent, se bousculent, s'enfuient. La fumée a rapidement envahi les locaux, et ce, malgré les fenêtres brisées. La visibilité ainsi est réduite. Personne ne sait où il va. Des gens essayent de se rendre tant bien que mal vers l'ascenseur, crient, tombent. Les homards nous poursuivent. Je les vois, tant bien que mal à travers la fumée. Saisir plusieurs personnes, puis les mordre au cou. Aussitôt, ces gens s'évanouissent. Ont-ils été empoisonnés? Laissez-moi passer! Gémit Arnold en donnant des coups aux personnes devant lui. Allez! Moi, je suis entraîné par la foule. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je vais. Je ne comprends rien à ce qui nous arrive. C'est ridicule. C'est un cauchemar. Mais, plus que tout, j'ignore où elle se trouve. Evelyne! L'appelai-je désespérée. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas la perdre. Pas comme ça. Je pousse 3 personnes et cours dans une direction, au hasard, la cherchant des yeux. Soudain, je la vois. Elle est cachée sous un bureau. Elle tremble. Evelyne! Et alors que je lui tends la main, je sens une grosse pince me saisir à la gorge. Je la vois hurler, puis, à son tour, elle se fait attraper par l'un des monstres. Lâche-la, enflure! Je tends davantage la main. C'est inutile. Nous sommes prisonniers. Et, surtout, elle est bien trop loin. D'ailleurs, je la vois déjà disparaître dans le brouillard. Lâchez-la! Ève! Je sens le crustacé planter ses grosses dents dans mon cou. Un homard a-t-il vraiment des dents? Je n'en sais rien. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi ça me traverse l'esprit à cet instant. En fait, j'ai l'impression d'avoir du mal à réfléchir. J'ai senti quelque chose pénétrer dans ma chair lorsqu'il m'a mordu. Mes paupières sont lourdes. Je vois des couleurs, des formes, j'entends des cris, puis des rires. J'ai l'impression que le sol m'attire vers lui. J'hallucine. Je ne contrôle plus mon corps. Je, je... Où, où suis-je? J'ouvre les yeux. Je suis debout au centre d'un endroit gigantesque, éclairé par une terrifiante lumière couleur brune foncée. Il s'agit d'une pièce ronde au sol pierreux. Il fait si sombre aux alentours que je n'arrive pas à en voir les extrémités. À mes côtés se trouvent plusieurs de mes collègues. Je reconnais l'horrible Arnold. Il tremble, en sueur. La femme brune, énervée des RH, elle est désemparée. La femme blonde, ma patronne, qui nous avait disputés, elle pousse des petits cris, regardant autour d'elle, angoissée. Le grand idiot que j'avais croisé près de la machine à café, il observe les environs, hagard. Le chef aux cheveux gris, qui, dans la cafétéria, s'était impatienté, il respire très vite d'inquiétude. Le stagiaire, qui m'avait bousculé, il a la tête baissée, ses yeux sont cachés par son bonnet noir. Et Evelyne! Criai-je en me précipitant vers elle. Je m'arrête alors. Je n'ose pas la prendre dans mes bras. Pourtant, elle a l'air si effrayée. Elle a la main sur sa poitrine, pleurant un peu, gémissant. La pauvre, elle va si mal. Je dois agir. Evelyne, ça va aller, tout va bien se passer, ai-je envie de lui dire. Mais aucun mot ne sort de ma bouche. Je suis paralysée. Bienvenue, fait une voix puissante et monstrueuse. Plusieurs projecteurs au-dessus de nous s'allument, nous aveuglant un instant. Puis je comprends enfin où je me trouve, en plein milieu de l'arène d'un sombre amphithéâtre, couvert aussi grandiose qu'inquiétant. Dans les hauteurs de l'édifice, tout autour de nous se trouvent des centaines, des milliers même, de spectateurs, vêtus de longues bures marron, leurs visages cachés derrière des capuches. Ils paraissent nous juger du regard, en silence. Nous sommes tous si impressionnés et perturbés par cette vision que nous restons tétanisés. Un dernier projecteur s'éclaire alors, révélant devant nos yeux ébahis une tribune blanche si haute que nous avons du mal à en voir le sommet. Sur cette tribune se trouve une créature, un géant monstrueux. Celui-ci porte une très longue cape mauve ornée de centaines de petites paillettes dorées, telles des étoiles au milieu d'une nuit ténébreuse. La cape,
recouvre entièrement le corps du monstre, à l'exception de non, de ses 3 visages. Un soleil, une étoile, une lune. 3 masques de métal accrochés au large cadran gris qui lui sert de cou. Un masque, le soleil, est fixé tout en haut du cadran, à l'endroit, tandis que les 2 autres, l'étoile et la lune, se trouvent en bas du cercle, respectivement à gauche et à droite et à envers. Sur chacun des masques se dessinent 2 yeux, grands ouverts, à l'air fou, et une bouche pleine de crocs, affichant un sourire démoniaque. Bienvenue au jugement des 3 astres, insiste le soleil. Alors, le cadran tourne. L'astre se déplace rapidement vers le bas, à droite, laissant ainsi place au masque de l'étoile. Notre jeu est simple, dit celle-ci d'une voix plus fluette. Si vous mentez, le cadran tourne une dernière fois. La lune prend ainsi la place de l'étoile, complétant sa phrase. Vous mourrez. Son ton est glacial, dépourvu de pitié. Nous comprenons immédiatement qu'elle est sérieuse. Je me demande à cet instant pourquoi seuls, nous 8, nous trouvons ici. Nos collègues ont-ils aussi été kidnappés? Peut-être sont-ils déjà tous morts à l'heure qu'il est. Je décide enfin de saisir la main d'Evelyne. Elle est froide. Bien, fait le soleil en reprenant sa place en haut du cadran. Alors, êtes-vous prêt à commencer? Voilà pour le prologue de cet étrange roman qu'il faut découvrir. Voilà, j'ai terminé la lecture du prologue de cet étrange roman. Il faut absolument le découvrir. Si vous êtes un petit peu curieux, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.